8h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 4 décembre 2024. Le géant nucléaire français Orano affirme avoir perdu le contrôle opérationnel de sa filiale minière au Niger. Ainsi, les autorités nigériennes ont pris le contrôle de l'uranium. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. La salle de conférence de Bongoula, assise dans le premier arrondissement communal de Niamey, a servi de cadre ce matin à une conférence portant sur les entreprises publiques pliées de la souveraineté nationale, une initiative de l'ANDC qui rentre dans le cadre de la première édition de la Journée nationale des entreprises publiques. Adam Ousmana, Ibrahim Abdou. De sa création, il y a plus d'une décennie, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC n'a de cesse à porter sa pierre à l'édifice d'une nation digne de son nom, avec des hommes autrement dit des citoyens responsables. Ce même souci a conduit cette association à initier une journée dédiée aux entreprises publiques, dont l'apport n'est plus à démontrer dans la quête de la souveraineté nationale. L'initiative Journée nationale des entreprises publiques du Niger est conçue pour être une belle opportunité de rencontre fraternelle annuelle pour l'ensemble de ces entités que l'État, dans sa vision de production et de redistribution de la richesse nationale, a eu le génie de créer, afin de satisfaire avec fierté les besoins du peuple digne par les biens et ou services offerts à des prix ou tarifs préférentiels. Il est donc important de noter avec nous que cette journée se veut un cadre privilégié de réflexion profonde sur la responsabilité, le rôle, la gouvernance, la confiance et la croissance de ces entreprises publiques, dans un monde où les enjeux de la compétitivité et de la modernité deviennent les conditions de survie. Mesdames, Messieurs, avant de terminer, il nous plaît de rappeler que les valeurs de la reconnaissance font partie intégrante de la vie de notre structure. À cet effet, nous avons décidé de décerner un témoignage de reconnaissance à M. Ad-Din Ag Al-Galaz pour avoir accepté sans hésiter un seul instant le titre privilégié de président d'honneur de la présente cérémonie. Je vous demande de l'applaudir. Ce qui témoigne de son soutien et accompagnement inestimable aux actions de notre association. Pour une première édition, la Journée des entreprises publiques est placée sous la présidence du journaliste présentateur de l'émission Appel de la Patrie, une des émissions phares de la télévision nationale visant à accompagner les autorités du CNSP dans leur combat pour un Niger refondé. Ainsi, le président de la séance, tout comme le panéliste, n'ont pas manqué de souligner la pertinence du thème de cette conférence dans le contexte actuel du pays. Vous conviendrez ainsi avec moi, je l'espère bien, que le thème entreprise publique, pilier de la souveraineté nationale, est d'une pertinence indiscutable dans ce contexte où la patrie appelle chaque citoyen à donner le meilleur de lui-même afin de bâtir ensemble une nation digne, prospère et souveraine. Il n'y a pas de refondation s'il n'y a pas de patriotisme. Il n'y a pas de patriotisme s'il n'y a pas justement cet amour-là pour le pays. Si vous ne militez pas pour la souveraineté de votre pays, c'est que vraiment vous n'êtes pas un patriote. D'où la nécessité pour chacun de nous de regarder autour de soi pour voir quels sont les gens vraiment qui aiment ce pays-là afin de marcher ensemble, de faire des projets communs. Pour aller vers la souveraineté, il faut d'abord refonder les institutions, il faut refonder l'État, il faut refonder notre politique. C'est absolument nécessaire. Mais vous-même, vous savez, autant que moi, on ne mobilise pas quelqu'un en dehors de ses intérêts. Je suis patriote, je lutte pour l'intérêt, pour la souveraineté de mon pays, mais il ne faut pas que je sois ignoré et oublié. Ok? Plus je suis impliqué, plus je trouve mon compte, plus j'adhère et plus ça va aller pour la souveraineté et pour l'indépendance du pays. Donc, le seul moyen de fidéliser les gens, de les fixer à cet idéal-là, c'est de donner un contenu économique à la refondation, d'où l'importance de l'entreprise. Ici, le thème nous ramène vers
un type particulier d'entreprise, ce que j'admets parfaitement. J'admets la pertinence de cela. Pourquoi? Parce que on parle de façon globale, on parle du pays dans son ensemble, on ne parle pas d'individus en tant que tels, même si les individus se retrouvent dans ces grandes entreprises-là, par d'autres canaux. La pertinence du thème a conduit à des échanges riches et fructueux entre l'assistance et le panéliste, le professeur Tarno Maman, économiste de son État. A noter que cette journée a été mise à profit par l'ANDC pour décerner des témoignages de reconnaissance, dont l'un des récipiendaires se trouve être un percepteur de taxes au niveau de l'arrondissement communal Niamey 1, le sieur Hamamoukela, pour sa droiture dans l'exercice de la tâche à lui confiée par la municipalité. Témoignage accompagné d'une enveloppe pour encouragement. L'Institut Dove a organisé ce matin une conférence sur l'agriculture durable et résilience climatique vers une expansion des solutions innovantes en Afrique. C'est au profit de ses étudiants. Elle entre dans le cadre du renforcement des capacités des étudiants en agriculture. Le point avec Asma Osedou et Sadoudoumi. Renforcer davantage les capacités de ces étudiants en les outillant sur les nouvelles technologies, tel est l'objectif visé par l'Institut Dove à travers l'organisation de cette conférence sur le thème « L'agriculture durable et résilience climatique vers une expansion des solutions innovantes en Afrique » au profit de ces étudiants. Cette conférence animée par Dr Bassirou permet d'accroître les capacités des étudiants du premier institut au Niger en matière d'enseignement d'horticulture. L'approche d'enseignement à l'Institut Dove promet ce qu'on appelle une diversification des méthodes et des techniques d'enseignement. Ça veut dire que le cours ne se limite pas seulement dans les salles de cours, mais plutôt il y aura des travaux dans les jardins, il y aura des voyages d'études, il y aura des invitations des experts dans ces cas, où on a invité Dr Bassirou pour nous animer cette conférence sur les nouvelles technologies, comment on peut les appliquer dans les systèmes horticoles au Niger. Rappelons que les étudiants, à la fin de leur cycle, ils seront des spécialistes en horticulture. On a invité l'expert pour les étudiants, mais j'avoue que nous-mêmes, les formateurs, nous avons beaucoup bénéficié des nouvelles informations ou bien de ces technologies, genre l'application qu'il nous a présentée, la Plant Village. Quels sont les avantages de cette application dénommée Plant Village? La Plant Village est une application qui est disponible gratuitement sur Play Store, qui aide les producteurs à détecter automatiquement les maladies des cultures dans leurs champs. Elle fournit également des informations sur la météo, les conditions météorologiques et la fertilité des sols, l'humidité au sol, notamment la biomasse au sol. Cet institut forme des jeunes techniciens qui seront amenés à travailler avec les producteurs, à les aider à augmenter leur rendement. Donc l'idée, c'est de les aider à adopter cette technologie qui peut être utilisée par des producteurs qui ne peuvent pas atteindre dans des zones reculées. Donc ces producteurs peuvent utiliser cette application pour détecter immédiatement des maladies dans leur champ. L'application, en fait, utilise l'intelligence artificielle. On utilise la caméra du téléphone. Il faut que ce soit un téléphone Android pour scanner la maladie. C'est-à-dire quand on est confronté à une maladie, le producteur utilise son smartphone, son téléphone, pour scanner la maladie. Et il y a des cultures qui ont déjà l'intelligence artificielle. Pour ces cultures, le producteur n'a pas besoin d'avoir accès au réseau ou à Internet. Il peut directement détecter la maladie dans son champ. Par contre, pour les cultures, les autres cultures qui n'ont pas d'intelligence artificielle, ils prennent des photos. Là, il a besoin d'être connecté en ligne et il va télécharger ces photos en ligne. Et ces photos seront, diagnostiquées par un phytopathologiste qui va le contacter personnellement pour lui donner une réponse. Et sur comment aussi traiter cette maladie. Cette conférence est appréciée à sa juste valeur par les étudiants de l'Institut Dove. Nous avons suivi une conférence aujourd'hui sur les nouvelles technologies. On a vu une application qui fonctionne à travers la satellite. Avec cette application, on peut détecter des maladies au niveau des plantes, des maladies ou bien des attaques de ravageurs. Donc, j'ai vraiment apprécié cette nouvelle technologie. Un village
qui est vraiment une application du nouveau, parce que moi, j'ai jamais entendu ou j'ai jamais vu parler de ça, qui est vraiment nouveau, parce que ça nous permet d'aller en avance à propos de notre agriculture dans notre pays, parce que ça nous permet de détecter des maladies à temps réel, étudier notre sol et aussi faire des recherches météorologiques à temps réel pour nos cultures. L'agriculture numérique, c'est la convergence de l'agriculture et des technologies de l'information tout au long de la chaîne de valeur. Elle améliore la productivité et répond aux attentes environnementales et sociétales. Enfin, les étudiants ont posé des questions d'éclaircissement aux conférenciers qui n'a pas manqué à son tour de leur donner d'amples explications sur la thématique. Voilà un mot de santé dans cette édition pour parler des maladies liées à cette période de la saison froide, notamment les mesures à observer pour les prévenir. C'est un reportage de Sekina Toussadou et Nasser Seydou. La saison froide s'annonce au Niger, une période au cours de laquelle plusieurs maladies sont signalées. Des maladies qui constituent des véritables problèmes de santé pour les populations. La période froide, surtout accompagnée avec le vent, est une période qui est l'apanage des maladies, surtout respiratoires. Ça peut aller du simple rhume jusqu'aux maladies respiratoires avec des surinfections. Les sinusites, c'est pas lié seulement au froid. Ça peut aller du simple rhume au bronchite, comme vous l'appelez. C'est ce que nous englobons sous le thème de maladies respiratoires, qui peut aller jusqu'aux pneumopathies avec des germes spécifiques ou bien avec des germes banaux. L'essentiel ici, c'est de rappeler que c'est lié à ce moment de froid et de vent. Donc, c'est, comme je l'ai dit, l'apanage de ces maladies. Les maladies liées au froid, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup surtout qui sont liées à ce qu'on appelle la cryo, c'est-à-dire liée à la vasoconstriction engendrée par le froid. D'où la nécessité de passer les pommades, parce que plus la fraîcheur traverse le corps, plus ça va agir au niveau des vaisseaux sanguins, plus ça va causer ce qu'on appelle une vasoconstriction qui peut avoir plusieurs conséquences dans l'organisme des êtres humains. Mais pour le moment, en tout cas, on se limite surtout à l'axe respiratoire, d'où on a préconisé vraiment la protection des personnes les plus vulnérables, à savoir les jeunes enfants et les vieillards. Pour se mettre à l'abri de ces maladies, il y a des précautions à prendre selon le médecin. La nécessité aujourd'hui de rappeler les mesures à suivre pour d'abord protéger surtout les enfants et les vieillards qui sont des terrains vulnérables par la couverture. Surtout ici, maintenant, en période scolaire, on sait qu'on prépare les enfants. Donc vraiment, après la préparation, il faut les protéger. Il faut les protéger en mettant de la pommade. Il faut les protéger en mettant des vêtements et des cagoules pour ne pas permettre à ce que la fraîcheur et ce vent ait d'impact sur leur appareil respiratoire. En cas de sensation de signes, il faut que les gens se dirigent le plus tôt possible vers les centres de santé afin de ne pas donner l'occasion à la maladie de se développer. Parce que plus on part tôt, plus la prise en charge sera simple. Et pour nous les médecins, et pour les parents aussi qui vont agir sur leur poche. Parce que vous savez, une fois que tu rentres dans un centre de santé, il y a beaucoup de choses que tu dois payer. Donc, avant que ça ne se complique, vraiment le coût sera moindre que les gens vont rester à la maison jusqu'à ce que la maladie s'aggrave. En ce temps, vous l'amenez dans les centres de santé. De un, vous apportez beaucoup de travail au centre aux jeunes, et de deux, vous aussi vous allez beaucoup dépenser. Donc on dit vaut mieux prévenir que guérir. C'est pourquoi on vous demande les mesures de prévention et aussi d'aller vite vers les centres de santé. Pendant cette période, il est préférable pour la population de prendre en compte les mesures adéquates afin de se protéger contre ces maladies saisonnières. Voilà, place à présent à votre rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire dont le numéro d'aujourd'hui traite de la plainte au pénal et ses suites. Un sujet abordé par Maître Ahmed Maman, il est avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. Plainte au pénal et ses suites.
En fait, comme vous le savez, une société humaine est toujours en perpétuel conflit. À partir du moment où il y a des conflits, il y a des agissements des humains, des hommes, qui causent des préjudices à d'autres personnes et dont il appartient au juge pénal de sévir contre le contrevenant à la loi et en même temps réparer le préjudice subi par ces personnes. Donc c'est dans ce cadre, généralement, il arrive à certaines personnes de saisir le juge pénal, donc de porter plainte. Donc la question de savoir, la plainte au pénal et ses suites renvoie essentiellement à 3 questions principales. La première question, c'est celle de savoir qui peut porter plainte. La deuxième question, devant quelle autorité porter plainte. Et la troisième question, enfin, c'est de savoir quel sort peut être réservé à une plainte pénale. Donc pour répondre à la première question, celle de savoir qui peut porter plainte, ou si vous voulez en termes de droit, qui peut mettre en mouvement l'action publique, ce que là, c'est une question qui est réglée par l'article 1er du Code de procédure pénale et aussi les articles 12 et suivants du Code de procédure pénale. En tout cas, à travers l'article 1er du Code de procédure pénale, il est dit clairement qu'il appartient aux magistrats et certains fonctionnaires, en tout cas à qui la loi a reconnu ce pouvoir de mettre en mouvement l'action publique. Et donc, il faut entendre par là, quand on parle des magistrats et de certains fonctionnaires, donc il y a une catégorie qui a été listée par le Code de procédure pénale, notamment c'est ce qu'on appelle dans le jargon juridique la police judiciaire, qui est aussi catégorisée par les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et notamment les autres fonctionnaires qui ont été aussi prévus par le Code de procédure pénale. Et au niveau des fonctionnaires, généralement, on parle de, quand vous prenez en matière des eaux et forêts, donc les agents des eaux et forêts, en matière douanière, les agents douaniers, à qui la loi a reconnu ce genre de pouvoir. Et de l'autre côté, en dehors de cette catégorie donc des magistrats et des fonctionnaires qui peuvent mettre en mouvement l'action publique, il y a aussi la partie lésée. La partie lésée, il faut entendre là toute personne, qu'elle soit morale ou physique. Donc quand on parle de personne morale, ça peut être l'État, ça peut être une société, ça peut aussi être une association, donc selon les cas. Et de l'autre côté, la personne physique qui peut aussi porter plainte, c'est comme vous et moi. Donc à partir du moment où nous avions subi un préjudice suite à la commission d'une infraction, nous pouvons bel et bien saisir les juridictions compétentes pour pouvoir demander réparation. Relativement à la partie lésée, donc à la personne physique par exemple, qui peut porter plainte, c'est que l'article 5 du Code de procédure pénale a clairement indiqué qu'à partir du moment où la personne lésée a le choix entre saisir les juridictions civiles ou saisir les juridictions pénales, mais à partir du moment où la partie lésée a choisi de saisir les juridictions civiles, c'est qu'elle perd son droit d'aller vers les juridictions pénales. Donc à partir du moment où vous portez votre affaire devant les juridictions civiles, vous ne pouvez plus revenir à la charge pour encore saisir les juridictions pénales. Là, c'est l'article 5 du Code de procédure pénale qui le prévoit. La deuxième question est celle de savoir devant quelle autorité porter plainte. C'est une question fondamentale et essentielle à partir du moment où ça nous permettra de savoir devant quelle autorité se diriger si on a une plainte à déposer. Donc à ce niveau, il y a également d'abord devant les unités d'enquête, il faut entendre par unité d'enquête que ce soit la police ou la gendarmerie. Donc le Code de procédure pénale, effectivement, il a clairement indiqué que ces unités peuvent toutefois recevoir les plaintes et les dénonciations. Donc, mais à partir du moment où elles reçoivent, ces unités d'enquête reçoivent des dénonciations ou des plaintes, elles ont l'obligation sans délai d'informer le procureur de la République parce que, comme vous le savez, le procureur de la République, c'est lui qui dirige l'enquête, c'est lui pratiquement le chef de ces unités d'enquête en matière judiciaire. Donc, elles doivent lui rendre compte
au fur et à mesure. Donc, à partir du moment où elles reçoivent des plaintes ou dénonciations, elles doivent obligatoirement l'informer sans délai. Donc, en dehors de ces unités d'enquête devant qui on peut toutefois porter plainte, on peut directement se diriger vers le procureur de la République pour pouvoir porter plainte. Donc, le procureur de la République, effectivement, c'est le code de procédure pénale qui dit clairement à son article 39 qu'il reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites ou la suite à leur donner. Donc, à partir du moment où il est aussi reconnu ce droit de recevoir les plaintes et les dénonciations et de leur donner des suites, vous pouvez vous diriger directement vers le procureur de la République pour pouvoir porter plainte. Il arrive aussi au procureur de la République, par exemple, de classer sans suite une plainte. Et quand vous êtes mécontent et que vous estimez que c'est à tort qu'il a pris cette décision, vous pouvez saisir un juge d'instruction pour porter plainte. Donc, c'est ce qu'on appelle plainte avec caution des parties civiles. Généralement, dans la pratique ici, ce que nous faisons, après un classement sans suite, quand vous estimez que les éléments sont là, vous continuez votre procédure, vous saisissez le doyen de juge d'instruction avec une plainte en bonne et due forme pour pouvoir instruire l'affaire et puis renvoyer l'affaire devant le juge. Et de l'autre côté aussi, il existe d'autres autorités devant qui vous pouvez porter plainte en dehors de ces trois catégories. Je veux parler par exemple le cas de la Halcia sur des infractions bien déterminées, notamment en matière de corruption et les infractions assimilées. J'ai parlé de la troisième question à laquelle renvoie ce sujet. C'est notamment relativement au sort qui peut être réservé à une plainte pénale. Le sort qui peut être réservé à une plainte pénale, c'est à des niveaux différents. Le premier niveau, par exemple, à partir du moment où le procureur de la République reçoit une plainte, que ce soit directement ou bien après une enquête préliminaire au niveau d'une unité d'enquête, il a le choix soit de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Mais à partir du moment où il décide de ne pas poursuivre, il fait ce qu'on appelle un classement sans suite. Par exemple, quand il estime que même quand l'infraction est constituée, il n'est pas opportun de poursuivre, il peut toutefois classer sans suite. Et quand il estime que les faits pour lesquels, en tout cas, il a été saisi ne constituent pas une infraction, il peut aussi décider de classer sans suite. Maintenant, de l'autre côté, quand il décide de poursuivre, là, la loi aussi, le code de procédure pénale a catégorisé le mode de poursuite. Il peut toutefois poursuivre en flagrant délit, ce qu'on appelle dans notre jargon FD, flagrant délit, quand les faits sont constants, où on n'a pas besoin de diligenter une instruction ou l'ouverture d'une information. Là, il saisit directement, il expédie, c'est ce qu'on appelle une procédure expéditive. Donc là, on renvoie directement le mis en cause devant le tribunal de flagrant délit pour y être jugé. C'est la première voie. La deuxième voie, c'est celle qu'on appelle la citation directe ou la voie CD, si vous voulez. Donc là aussi, le procureur a le choix de citer directement le prévenu devant le tribunal pour être jugé. C'est dans ce genre de cas, généralement, vous voyez, par exemple, nonobstant le fait que la personne mise en cause a été poursuivie, mais on la laisse en liberté parce qu'elle a été citée directement, le procureur a jugé utile de ne pas lui décerner mandat. Donc, voilà la deuxième catégorie. Le troisième mode de poursuite qui revient au procureur d'en décider, c'est l'information. Par exemple, là, quand les faits sont complexes, ou par exemple en matière criminelle, où c'est obligatoire d'ouvrir une information, le procureur de la République qui reçoit la plainte, qui l'examine, qui l'apprécie, il ouvre une information à travers ce qu'on appelle le réquisitoire introductif pour saisir un juge d'instruction qui, lui, il a la charge d'instruire à charge et à décharge pour chercher à rétablir les faits, à connaître la vérité. Donc, c'est un mode aussi qui est reconnu par notre loi de saisir un juge d'instruction par voie d'information. Et de l'autre côté, il y a une réforme qui a prévu ce qu'on appelle la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Et ce qu'on appelle sous d'autres toits le plaider coupable. Et là, c'est une proposition qui est faite généralement par le procureur au prévenu, qui accepte de reconnaître préalablement les faits qui lui sont reprochés. Le procureur lui fait une proposition de diminution de peine. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle réforme, mais dans la pratique, jusque-là, ni le parquet, encore moins les parties, n'en font usage. Donc voilà par rapport à la deuxième question.
Maintenant, relativement à la question sur le sort devant, par exemple, le juge d'instruction. Parce qu'après le parquet, le ministère public, une fois que l'information est ouverte, la plainte peut connaître aussi une suite devant le juge d'instruction, qui peut souvent être amené même à refuser d'informer par ordonnance de refus d'informer. Quand il estime que les faits ne sont pas du tout sérieux, il peut toutefois refuser par ordonnance motivée, donc par une ordonnance de refus d'informer. Et de l'autre côté, quand il accepte de faire l'instruction conformément à la loi, c'est que là aussi, il lui appartient, à partir du moment où il a posé tous les actes nécessaires d'instruction, de tirer une conclusion. Soit de prendre une ordonnance de non-lieu, par exemple quand il estime qu'il n'y a pas de charges suffisantes qui peuvent être retenues contre l'inculpé, là il prend une ordonnance de non-lieu. Donc du coup là, la plainte que vous avez déposée à partir du moment où il y a une ordonnance de non-lieu, elle ne saurait prospérer. Vous ne pouvez pas demander de dommages-intérêts, vous ne pouvez pas gagner quelque chose à partir du moment où il y a un non-lieu qui a été ordonné par le juge d'instruction. Et de l'autre côté, il peut toutefois aussi constater que l'infraction est établie, qu'il y a assez de charges suffisantes contre l'inculpé, et là, il prend une ordonnance de renvoi. L'ordonnance de renvoi veut dire qu'il prend une ordonnance qui renvoie l'inculpé devant le tribunal pour être jugé pour les faits qui lui sont reprochés. Donc c'est devant ce tribunal que vous pouvez toutefois formuler votre demande en tant que plaignant ou en tant que partie civile. À partir du moment où on vient devant un tribunal chargé de nous juger, et si le juge ou le tribunal estime que les faits ne sont pas établis, soit l'inculpé ou l'accusé selon les cas est relaxé, acquitté ou est renvoyé pour fin de poursuite, pour fait non établi, s'il est acquitté ou relaxé, c'est que votre demande ne peut pas aussi prospérer parce qu'il y a une corrélation normalement entre le préjudice et la plainte pour pouvoir déterminer des dommages-intérêts. Donc à partir du moment où le prévenu ou l'accusé est relaxé, acquitté, vous ne pouvez pas prétendre à des dommages-intérêts en tant que plaignant. Maintenant, de l'autre côté, si la juridiction pénale estime que les faits sont avérés et qu'elle déclare coupable le prévenu ou l'accusé selon les cas, c'est que là, il est possible pour vous de vous constituer partie civile et de demander de dommages-intérêts par rapport au préjudice que vous avez connu. Deux fois, il faut retenir aussi, il y a certains obstacles qui viennent entraver une plainte ou qui viennent mettre à mal une plainte. Je voulais parler de certains éléments qui peuvent éteindre l'action publique. Je veux parler de la prescription. Par exemple, pour des faits criminels, c'est 10 ans. Après 10 ans, vous ne pouvez pas saisir pour des faits criminels une juridiction pénale. Votre action, elle est prescrite. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre devant une juridiction pénale. De l'autre côté, si c'est en matière correctionnelle, c'est 3 ans. Donc, vous ne pouvez pas, à partir de ce moment, vous plaindre aussi devant des juridictions pénales pour des faits délictuels. Et pour des faits contraventionnels, pour une contravention, c'est 1 an. Donc la prescription, et c'est un obstacle pour une plainte devant une juridiction pénale. En dehors de la prescription, il y a aussi l'amnistie. À partir du moment où les autorités compétentes décident d'amnistier les personnes à qui, en tout cas, sont reprochés des faits, donc l'amnistie aussi entrave toute plainte relativement aux faits reprochés. Donc de l'autre côté aussi, on peut parler de la transaction, parce que j'avais dit tout à l'heure qu'il est reconnu à certaines autorités, à certains fonctionnaires de transiger, par exemple en matière douanière, pour les eaux et forêts. Là, la loi leur accorde ce pouvoir de transiger. À partir du moment où il y a une transaction qui a été constatée, donc là aussi, on ne peut plus poursuivre, ça met fin à l'action publique. Donc il y a aussi l'abrogation de la loi. À partir du moment où la loi qui incriminait les faits est abrogée, c'est qu'en ce moment, on ne peut pas aussi poursuivre les faits ou les personnes à qui, en tout cas, on reproche des faits. Donc, c'est aussi un obstacle pour qu'une plainte puisse prospérer. En dehors de ces catégories ou de ces cas,
on peut aussi évoquer le retrait de plainte. Et c'est surtout par rapport à ce cas que beaucoup de gens se posent des questions. Moi, j'ai retiré ma plainte, mais bon, voilà. Pourtant, le procureur continue encore la procédure. Les gens n'arrivent pas, ou les justiciables n'arrivent pas à comprendre véritablement le sens du retrait de plainte. Et dans quel cas le retrait de plainte peut emporter ou peut mettre fin à l'action publique. C'est dans des cas bien déterminés. Il s'agit notamment en matière de délits privés. Par exemple, des questions de diffamation, d'atteinte à l'honneur, dénonciation calomnieuse, adultère. Donc dans ces genres de délits privés, quand vous portez plainte, le procureur poursuit. Quand vous ne portez pas plainte, le procureur même ne peut pas poursuivre. Et quand vous décidez de retirer votre plainte, le procureur ne peut plus poursuivre. Mais en dehors de ces catégories de délits privés, dans les autres cas, en tout cas des infractions de droit commun en matière d'escroquerie et tout ce qui s'ensuit, c'est que là, même quand vous retirez votre plainte, ça n'a aucun effet sur la poursuite. Le procureur peut décider de passer outre et de poursuivre parce que là, il s'agit d'une atteinte, en tout cas à la société. Ce sont des faits qui portent atteinte à la société. Donc voilà, en grosso modo, si vous voulez, certains obstacles qui peuvent entraver le cours normal d'une plainte. Et peut-être même, si on voit loin, on peut aussi évoquer la question de certaines immunités qui sont reconnues à des personnes bien déterminées, notamment l'immunité familiale. Par exemple, un père qui reproche des faits de vol à son enfant ne peut pas saisir des juridictions pénales pour demander à ce que la juridiction pénale condamne son fils pour fait de vol, parce que son fils est protégé par une immunité familiale. Et de l'autre côté, par exemple, quand vous prenez le cas des députés, où il faut obligatoirement toute une procédure de levée d'immunité pour pouvoir les atteindre, mais là aussi dans des cas bien déterminés, ou des ministres, où il faut une autorisation du gouvernement, ou certains privilèges qui protègent certaines fonctions ou certains fonctionnaires. Et je trouve que quand même, c'est des éléments qui font en sorte que souvent, des plaintes ne peuvent pas prospérer ou ne peuvent pas en tout cas aboutir à leur finalité.